Salut les amis, salut tout le monde, salut Ricky, salut Licodingo, salut Iki, salut Slim, salut Allumette, salut Raoul, ravi de vous retrouver pour ce dernier débrief des primes de la saison, puisque la saison de l'OM est enfin terminée et que donc ils ne nous déprimeront plus. Hier, l'Olympique de Marseille a donc fait un match nul. Ah non, a gagné, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. C'était à l'extérieur, je pensais qu'il y avait eu un match nul. Mais donc, l'OM a gagné 1-0 au Havre, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour terminer la saison européenne, puisque dans le même temps, Lens a fait match nul et Lyon a gagné. Il y a un moment où j'ai arrêté, le moment où on met le 2-0, il y a penalty à Lyon pour Strasbourg. Je zappe sur Lyon, je me dis putain ça va se passer et on va aller en Europe, on va gratter une 6e, 7e place à l'arrache, mais on n'a rien gratté du tout. Lyon a fini par obtenir un penalty. Après avoir failli en obtenir un annulé par la VAR, ils en ont obtenu un autre. Lens, dans le même temps, qui faisait 2 buts partout à domicile face à Montpellier, a eu sa tâche aussi un peu facilitée puisque Christopher Julien s'est blessé assez durement. Donc Montpellier ayant déjà fait ses 5 changements, il me semble que Montpellier a fait les 20 dernières minutes à 10 contre 11. Donc voilà, c'était dur pour eux d'aller chercher la victoire. Et donc on échoue à un petit point qu'on aurait pu prendre par exemple mercredi, qu'on aurait pu prendre à Metz. Parce que à 10 contre 11, on doit gagner ce match, on a des expected goals de dingue, tout ça, on ne gagne pas ce match. À Nantes, où encore une fois, on fait l'énorme majorité du match, alors je sais plus si c'est 75-80 minutes à 10 contre 11, non, on fait match nul. Donc on aurait dû en prendre 2 de plus ici, 2 de plus là, si on avait une équipe avec un minimum de caractère ou quoi que ce soit, mais bon, c'était le début de saison, on se disait, notamment à Metz, on aurait mérité de gagner, bon, ça arrive. Ensuite, donc à Nice, on perd dans les 10 dernières minutes, peut-être 78e ou un truc comme ça. À Lens, on perd à la 88e minute. Strasbourg, on fait un match nul tout pourri, on ne cherche même pas à aller plus loin. Il y a Montpellier, Marseille, tout ça. Ça, c'est des matchs, je prends vraiment les matchs où tu te fais égaliser à la dernière minute, genre Marseille-Strasbourg, si tu mènes 1-0, tu te fais égaliser 90e ou 80, enfin, dans les toutes dernières minutes, encore une fois. Voilà. Marseille-Monaco, Monaco qui est à 10 contre 11, Vitinha à 3 cm des cages qui ne marque pas. Marseille-Metz, là c'est toi qui es à 10 contre 11 pour une fois et tu arrives à ouvrir le score, mais non, tu te fais reprendre encore une fois. Enfin, ce point qui nous manque, on aurait pu le prendre à un nombre incalculable de fois. Brest, t'es à 10 contre 11 parce que je vais lire ta question après, Ricky, mais tu vois le nombre de matchs qu'on a fait à 10 contre 11. Alors je veux bien que les arbitres ils se disent l'Olympique de Marseille vous allez payer, mais ils ont quand même mis beaucoup de cartons rouges à nos adversaires et on n'a pas été foutu de gagner ces matchs. Donc bon, il y a un moment, il faut aussi se regarder le nombril et se dire il y a peut-être un problème ailleurs que l'arbitrage. Parce que là, le nombre de fois où tu aurais pu prendre ces points supplémentaires, on passe sur les matchs où tu as été vraiment mais juste honteux. Genre à Rennes, tu as juste été honteux, tu t'en parles même pas, allez hop, tu passes à la suite. Ou à Lille où tu as été honteux aussi. Bon, allez, tu passes à la suite. Marseille-Nice, tu manques un peu de réussite parce que tu as cette barre d'Aubameyang à la dernière minute. Et puis vient enfin ce match à Reims où t'as rien montré, mais rien du tout face à une équipe qui ne jouait plus au rien du tout. Si tu avais montré un tout petit truc, que tu avais pris un point, tu seras en Europe. Voilà. Après, moi, je veux bien qu'on accuse tout le monde, mais à un moment, ne pas être dans les, ne pas être en Europe à ce moment-là, et ben
Brest penalty volé aussi, ouais, mais ok, mais après ils ont carton rouge, après ils sont à 10 contre 11, je veux bien, moi je veux bien, mais alors en fait, il faut qu'on débute les matchs, il faut qu'on mette, et parce que nous aussi, il y a aussi des trucs où on a eu de la chance, il y a aussi eu des trucs où on a eu de la chance, et en fait c'est sûr et certain, moi je veux bien, mais sinon on débute les matchs, on dit, vous jouez contre l'OM, donc vous avez un carton rouge, et vous donnez un penalty tout de suite. C'est pas comme ça le football, moi je trouve que au niveau de l'arbitrage, on a eu de la chance cette saison et ça prouve bien que c'est pas l'arbitrage qui fait une saison. On a eu plein de matchs où on était à 10 contre 11. Franchement, j'ai pas l'habitude de voir autant de pénaltys en faveur de l'OM et autant de cartons rouges contre les adversaires de l'OM. Et on a été incapable de gagner ces matchs. Et Ricky, je sais pas si tu regardes le reste de la Ligue 1, mais mon Dieu, j'ai vu des trucs en Ligue 1. Ouh, tu t'imagines même pas. Des machins, mais tu t'imagines même pas. Des trucs. Lance Lorient. Lorient met un but parfaitement, un coup franc, tête en retrait, reprise. Refusé, tu sais même pas pourquoi. Tu regardes 25 fois le ralenti, tu dis pourquoi? Bah tu sais pas pourquoi. Il y a tellement de trucs, illogiques dans l'arbitrage pour tout le monde que je trouve que l'OM s'en est sorti incroyablement bien au niveau de l'arbitrage et malgré ça, on a été incapable. Un moment, franchement, t'avais le nombre de fois où des victoires te tendaient les bras, où tu pouvais prendre des points, mais tu trébuchais tout seul, tu te faisais des croche-pattes et tu tombais tout seul. Tu peux rien espérer, hein. Sincèrement, tu ne peux rien espérer. En fait, voilà. Et sans oublier, donc, il y a les moments où tu te faisais trébucher tout seul, et puis, voilà. Sincèrement, heureusement que la Ligue 1 était nulle, parce que dans une Ligue 1 normale, mais avec 47 points à la 33e journée, t'es là, et point, c'est tout. Dans une Ligue 1 qui performe un petit peu, qui va vite. Parce que là, mais... franchement, t'avais encore une chance de finir 6e, quoi. C'est un niveau très très faible, ça avançait très très lentement, et toi t'as passé toute la saison à te dire ouais mais on est qu'à 3 points, on est qu'à 4 points, ouais mais si on gagne ces 3 matchs-là, si on gagne ces 4 matchs-là, ouais mais tu gagnais même pas. Au final t'en as gagné que 13 des matchs, donc voilà, tu t'allais pas en gagner plein des matchs. Donc bref. Saison terminée, saison 8e, grosse, si tu veux, Ricky. Moi, je pense que l'OM a été très chanceux. Moi, c'est mon truc. Je pense que l'OM a été très chanceux pour l'arbitrage. Mais et voilà, je préfère les saisons où je peux me dire ah putain quand même c'est vrai qu'on n'a pas été chanceux avec l'arbitrage, mais où j'ai des regrets. Là vraiment j'ai zéro regret sur l'arbitrage. Franchement moi je trouve que c'est assez dingue en fait d'avoir des regrets sur l'arbitrage quand t'es contre Monaco, mais Monaco, Soglo, que j'adore, hein, il doit prendre un rouge vermeil, un rouge, il découpe, je sais plus qui il découpe, mais il doit prendre un rouge énorme, il prend pas de rouge, on a la chance de finir à 10 contre 11, on a la chance d'avoir des occasions, on les marque pas, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, le nombre de pénaltys, que t'as aussi, bon. Bref, ouais. Dans tous les cas, bon, j'ai pas envie de discuter de l'arbitrage. Je pense que c'est, tu connais dans tous les cas mon avis sur ce sujet. Je pense que c'est un petit peu, c'est pas mon sujet de prédilection, et je pense que c'est une manière aussi d'utiliser les supporters de manière un peu bête, de faire du débat un peu facile, parce que le supporter aime penser qu'il y a un complot contre son équipe, aime penser qu'il est défavorisé. Il faut trouver des ennemis, c'est aussi pour ça qu'on regarde le foot, pour
pour satisfaire ce truc d'être dans un combat, dans un truc où tu fais de mal à personne, mais t'es dans une opposition, dans quelque chose, et on a ces trucs-là quand on joue à des jeux, quand on fait des matchs entre potes, quand on fait des trucs comme ça, et le foot c'est un petit peu ça, et bon, l'arbitrage ça fait un ennemi assez facile, ça fait un ennemi assez facile, et moi je trouve ça vraiment un peu, voilà, bon bref, j'aime pas du tout ce débat-là, un peu, je trouve que c'est un petit peu feignant, et je trouve qu'on vous exploite un petit peu avec ce truc. Et donc la saison est terminée. Je suis bien sûr dégoûté de pas avoir de Coupe d'Europe l'an prochain pour l'OM, mais je pense sincèrement que l'OM ne mérite pas de Coupe d'Europe. En fait, à un moment, tu ne peux pas, tu vois, tu ne peux pas espérer quoi que ce soit en étant si peu, comment dire, en montrant si peu, tu vois, en ayant si peu de détermination. Franchement, le match de Reims, mais c'est tellement honteux. Il est tellement honteux ce match, mais tellement honteux, franchement, tellement honteux, mais c'est honteux, vraiment. Et oui, si peu régulier aussi, voilà. Mais en fait, quelque part, tu vois, Nomade qui dit en étant si peu régulier, en fait, quelque part, t'as été régulier, hein. T'as été régulier dans ta moyennitude tout le temps et ton manque de détermination. Donc au Vélodrome, j'allais utiliser une expression un petit peu vulgaire. Tu te motives un petit peu parce que tu as un petit peu peur, et puis parce que voilà, le fait que ta tactique soit un petit peu sommaire et soit un petit peu à l'arrache, bon, le fait que tu aies le soutien du public, ça te permet de dépasser tes limites et d'aller chercher des victoires. Mais après, tu as été régulier sur le fait que à l'extérieur, tu vas jouer ces matchs toujours en pensant au prochain, en pensant ah oui, on a un match de Coupe d'Europe. Ah ouais, mais j'étais blessé il y a 2 matchs. Ah ouais, mais il y a ça là. Ah ouais, tu perds. Tu perds et c'est tout. T'as pas de système bien fort sur lequel tu peux te reposer. T'as pas d'automatisme donc qui découle de ce système. T'as pas un talent qui est supérieur à ce point-là aux autres. Je pense que tu avais un talent supérieur, par exemple, à des équipes comme Reims, mais pas au point de pouvoir jouer les matchs à 50% et réussir. Et t'as pas la motivation qui fait que tu te dépasses pour forcer quelque chose. Donc écoute, au final, tu as terminé à perdre tous ces matchs parce que tu peux pas les jouer à 50%. En fait, tu as joué tous ces matchs, la majorité des matchs à l'extérieur, tu les as joués en pensant au match suivant. Ça peut pas se passer. Ricky qui me demande comment expliquer que depuis 2 ans c'était l'inverse, nul à domicile mais fort à l'extérieur. Moi je pense que c'est ça justement ce que je viens de dire, que depuis 2 ans t'avais un système fort sur lequel tu pouvais te reposer à l'extérieur. Donc à l'extérieur, tu arrivais, tu avais des automatismes, tu avais des bases sur lesquelles te reposer. L'adversaire était forcé de faire le jeu, donc de sortir de son truc. Et toi, avec ton système, tu allais chercher les résultats parce que il te laissait des ouvertures et tu pouvais mettre en place ton jeu. Alors qu'à domicile, ton jeu, tes automatismes, ça se retournait contre toi parce que du coup, l'adversaire pouvait adopter une tactique plus défensive et savait exactement comment te contrer parce qu'il savait exactement comment tu jouais. Et là, cette saison, ça a été l'inverse. Les équipes ne savaient pas vraiment comment tu jouais. Elles arrivaient au Vélodrome un peu dans le doute. Et puis, le truc, quand même, il y a une atmosphère particulière au stade Vélodrome, a pu jouer en ta faveur. Mais tandis qu'à l'extérieur, voilà, tu n'avais rien sur lequel te reposer. En fait, t'avais rien sur lequel te reposer, vraiment, c'était horrible. Salut Moser. Il va falloir remettre certaines valeurs en avant pour pouvoir faire mieux avant de penser au système. Moi, je pense vraiment qu'il est extrêmement urgent d'avoir un système bien défini, parce que quand même
J'ai vraiment pas envie de dire du mal de Jean-Louis Gasset. Je pense que c'est une chance. Enfin, si vous êtes, enfin voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'habitués ici qui sont avec moi depuis le début de saison. Donc vous savez que je pensais qu'en septembre, en janvier, après l'élimination à Rennes, je me suis dit allez hop, c'est bon, la saison elle est terminée. Donc le fait que Gasset vienne et nous permette de croire en quelque chose jusqu'au mois de mai, c'est déjà quelque chose, on a gagné quelque chose. Cette saison n'a pas été dénuée d'intérêt dès le mois de janvier. Donc, je lui en suis reconnaissant pour ça. Je lui suis reconnaissant de s'être dit, ok, le stade Vélodrome, ça peut être un truc sur lequel on s'appuie, de nous avoir fait vivre quelques trucs, d'avoir eu des circonstances tellement compliquées avec les blessés, les machins, et d'avoir un petit peu forcé à avoir un truc à jouer. Mais sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'il a vraiment pas été très bon au niveau des compos, notre ami Gasset, parce que vous savez aussi, j'aime pas le truc, oui, mais les compos, machin, mais au niveau du système et tout, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai l'impression qu'il a mis les joueurs qui étaient censés être frais, genre, ok, bon, bah, Pape Gueye et Meïté, ils ont pas joué la Coupe d'Europe, hop, je peux les mettre, ça va aller, hop, je les mets direct, et puis, bon, bah, comme Ismail Assar, c'est censé être un de mes titulaires, et Jonathan Klaus, et Chancel Mbemba, machin, en fait, j'ai pas l'impression qu'il a fait des compositions qui répondaient au jeu, mais des compositions qui répondaient au statut et à l'état physique. Donc forcément, ça a donné des matchs un peu pourris. Et c'est pareil pour le match d'hier, sur lequel au final on s'en sort plutôt bien, parce que franchement, première période, ça a été nul. Et moi, je suis désolé de voir ces côtés-là, Murillo, Jonathan Klaus, Ulysse Garcia, Luis Enrique, ça me donne des flashbacks de l'Euro 2012, France-Espagne, quart de finale, les doubles latéraux, parce que tu sais aussi que bah tu les mets là, comme ça, ça va te permettre d'avoir des mecs qui vont défendre, qui vont machin. T'es au Havre, donc tu joues avec 4 latéraux, 2 milieux de terrain défensifs et 2 défenseurs centraux. Donc bon, encore une fois, c'est pas grave si les latéraux ils sont là et que vraiment il y a un système de jeu ultra offensif, ultra ambitieux, ultra rodé qui fait que ces latéraux en fait ils sont là pour répondre à un souci tactique. Mais là c'était pour te rassurer, pour répondre au statut, parce que Jonathan Klaus, il a un statut. Alors certes, il a aussi un pied, parce que c'est son pied qui est décisif sur le centre d'Aubameyang. Donc tu t'es dit, ok, allez hop, je vais tenter ça. Mais c'est pour répondre au statut et à la fraîcheur physique. Donc bon, voilà, ça a été, je pense qu'il s'est un peu planté, Moser qui dit on a gagné du court terme, mais on aurait pu utiliser ces 3 à 4 mois pour bâtir pour l'an prochain. Là, on a juste paré au plus pressé. Ouais, mais justement, tu vois, je sais pas si, je sais pas. Enfin, moi, je reste marqué par la demi, enfin par les 3-4 mois justement de Sampaoli avant qu'il arrive. J'avais eu cette impression qu'ils avaient servi à rien, parce que les systèmes de jeu que tu avais vus, la manière de jouer, tout ce que tu avais vu, en fait, ça s'est pas répercuté sur la saison suivante, où tu avais en plus de ça changé l'effectif à je sais pas combien de pourcents. Donc, tu vois, au mieux, en fait, ça, je sais pas si tu peux vraiment préparer quoi que ce soit. Et puis, tu étais dans un état tellement pourri. Tu vois, préparer quelque chose, ça veut dire que tu aurais sans doute pas été en demi-finale de Coupe d'Europe, et que tu aurais après bon, t'as fini 8ème, donc voilà, je sais pas trop, mais t'as clairement raison, et j'en veux à Sampaoli pour son raisonnement au mois d'octobre, comme quoi ça fait que 3 mois qu'il a l'équipe, qui est incohérent. Ouais, Sampaoli, moi ça me fait rire aussi, là, sur Twitter et tout, Sampaoli c'est redevenu, putain,
quel entraîneur on avait, quelle chance, on l'a laissé partir et tout, ça jouait tellement bien, c'était tellement incroyable. Oh, vous étiez au stade pour OM3, OM Lille, pour Lyon OM, tous ces matchs où c'était tout pourri pour OM Feyenoord, où en fait on se faisait chier. Et le truc qui est dingue, dingue, et cette saison-là me l'a définitivement fait entrer dans la tête, c'est que la dernière impression, c'est celle qui va te rester. Et la dernière impression avec Sampaoli, c'est OM Strasbourg. Et donc, les gens sont restés sur cette idée-là, que donc la saison Sampaoli, c'était OM Strasbourg. Et que ça avait été comme ça toute la saison, et que ça avait été le feu, Mais non, les gars, avant OM Strasbourg, il y avait... quand on avait fait les fancams avant, mec, ils étaient là, hey, Sampaoli, dégage et tout le monde était, mais ils étaient dégoûtés. T'avais perdu à Rennes de manière toute pourrie avec Gerson, Gerson et Payet, tes éléments les plus offensifs, et t'avais fait match nul de manière toute pourrie à domicile contre Feyenoord, un 0-0 qui faisait que tu te faisais éliminer. Et malgré tout, Sampaoli a fait du travail qui est appréciable, sur lequel on peut discuter. Mais maintenant, on a l'impression que c'est devenu... Mais puis, quel joueur on avait. Waouh, quel entraîneur on avait. Je dis pas, hein, je sais que je peux comprendre qu'on soit partisan de Sampaoli. Nico de FCM est par exemple partisan de Sampaoli, il a apprécié son travail et tout, ça se discute. Parce que Sampaoli, voilà, même si je pense qu'il est chanceux de terminer deuxième, même s'il avait terminé troisième, voilà, il aurait terminé troisième, fait une demi-finale de Conference League, c'est pas honteux. Mais l'élimination en Coupe de France, si vous vous souvenez de l'élimination en Coupe de France à Nice avec 4 défenseurs centraux en défense, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je me souviens que le soir même, le soir d'OM Strasbourg, je vois que tout le monde est euphorique et tout, c'est normal, le match avait été euphorisant et que c'était genre waouh, quelle saison de malade on a fait. Et je vais voir Mario Albano, le journaliste de la Provence qui a depuis pris sa retraite, et je lui dis putain, mais quand même, il y a un truc, je trouve qu'il y a un truc un peu malhonnête dans le fait qu'on encense ce qui se passe, alors que en fait il y a 2 ou 3 heures on était beaucoup plus critique. Et il m'a dit un truc, il m'a dit ouais, mais tu sais, le sport c'est comme un combat de boxe, tu vois, si le mec il se prend des droites pendant tout le match et que dans le dernier round il met à terre son opposant, et ben on retient le KO et c'est tout. Et en fait c'est ce qu'avait fait un petit peu l'OM de Sampaoli, donc bon, mais voilà, après c'est simplement voilà, c'est marrant parce que maintenant avec les réseaux sociaux on peut tous afficher nos opinions, et avec un peu de chance nos opinions elles se font reprendre, retweeter, reliker, machin, partager à mort, et elles deviennent plus que des opinions, elles deviennent des idées dans la tête d'une communauté. Et voilà, ça me fait assez rire. Je me dis, si hier Emega, je sais jamais comment, en plus je vois son nom écrit mais j'arrive pas à le prononcer, enfin si le Strasbourgeois il met son penalty et qu'on termine 6ème, je suis sûr qu'il y a une semi-réécriture en mode ouais mais quand même, franchement, respect Papi Gassé, respect Aubameyang et tout, on aurait retenu autre chose, et on aurait oublié beaucoup de trucs qui étaient imbuvables. Donc bon, c'est voilà. Perso, j'en veux plus à Sampaoli pour son revirement tactique qu'à Gattuso pour sa médiocrité globale. C'est une position qui est en effet défendable, parce que s'il vous plaît, parlez pas de mental à la conf, Longoria, il nous faut surtout des joueurs techniques, bordel, dans ce club. Je compte sur toi, Mourad, faire ça pour poser la question sur les jeunes stars là. Bakola, car ça nous inquiète, mais oui, il va encore nous enfumer. Mais ouais, alors les jeunes, c'est aussi un sujet très 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 compliqué, parce que
Parce que enfin, j'ai envie que voilà qu'on travaille dessus, etc. Mais le truc c'est que les jeunes aussi, ils sont pas toujours très bien conseillés. Je dis ça, je dis rien. Mais on ne retient que la lumière, on ne retient pas le chemin. Voilà, c'est ça, Ali. Très bien dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ouais. Et pour revenir aussi sur Gasset. Moi, je pense que Gasset, il s'est un peu perdu en route. C'est-à-dire que à un moment, il trouve un truc en fait. Il trouve une organisation, une attaque à 3 qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt ambitieux. Où on va partir avec Aubameyang, Ndiaye et Ismaël Assar. Et il avait dit en conf, moi j'étais parti au début pour avoir Klose Ismaël Assar sur le côté droit. Et Ismaël Assar qui a un milliard de défauts, contre Reims, oh là là, contre Reims, j'ai des PTSD de son match, c'était horrible, vraiment, vraiment, vraiment horrible, digne de mes pires five, c'est incroyable, incroyable, enfin bref, mais c'est un joueur qui est dans un bon jour, il peut te foutre le bordel dans une défense parce que il a beaucoup de rapidité et donc tu le mettais là, tu lui demandais de faire ces appels là, il faisait chier là tu disais putain merde il y a Klose, en plus pour l'adversaire c'était chiant et là t'avais Aubameyang et Ndiaye qui bougeait un peu partout là pour les servir, ça fonctionnait et donc tu gagnes à ce moment-là, t'es plutôt pas mal et avec ce match là contre Clermont, alors certes ce n'était que Clermont mais hier c'était Le Havre et Reims. Reims, ça marchait pas. Donc à ce moment-là, t'avais une organisation qui fonctionnait plutôt pas mal. Et même en point d'orgue, en fait, je dirais qu'en point d'orgue, c'est ce match contre Villarreal où t'es un peu chanceux parce que t'as les meilleurs joueurs de Villarreal qui sont sur le banc, mais ça fonctionne super bien. Et tu vois du football et tu vois des joueurs sur lesquels tu as misé, qui sont qui commencent à prendre de l'importance. Ndiaye, Sarr et Aubameyang qui trouvent une vraie forme. Et voilà, et t'enchaînes les bons résultats, machin, tout ça. Sauf que tu vas te perdre tout seul. Parce que tu vas avoir ce match à Villarreal. Voilà, les matchs faciles, soit tu les envoies en cul complètement, vraiment complètement, mais ces matchs où tu te dis oui, je mets à moitié les titulaires, à moitié pas les titulaires, machin, là en fait, t'as envoyé ton organisation n'importe où. Voilà, ça fonctionnait plus. En plus, tu t'es fait peur. En plus, tu perds la confiance. Et derrière, tu vas perdre à Rennes de manière toute pourrie. Et tu vas avoir une trêve internationale où Sarr va se blesser, où Klose va se blesser. Et là, ça va être n'importe quoi. Donc du coup, tu dois changer ton organisation. Avant Benfica, Gasset, il me répond... En plus, ma question, elle était pas très bien formulée en conf de presse, mais il me répond... moi, quand je suis arrivé, je voulais faire un côté droit, Sarr, Klose, les deux sont blessés. Donc je change. Donc il change. Donc après, il va changer. Après, il va rechanger parce qu'il va y avoir d'autres blessés. Pendant ce temps-là, t'as perdu Ndiaye qui, quand il rentre, il est plus dans, il se noie tout seul dans son verre d'eau. T'as pu Sarr qui t'a porté ce côté vitesse. Tu dois trouver un poste à Luis Enrique. Et au final, après, quand tu finis par récupérer tout le monde, bah, t'es tellement passé à autre chose que ça y est, c'est fini, c'est foutu et voilà. Donc tu t'es noyé. Donc c'est pour ça aussi que Gasset a dû faire face à des situations quand même extrêmement compliquées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été compliquées quand même cette saison. Ça a été ça a été vraiment enfer. En fait, ouais, Sarr s'est blessé. Après, quand il est revenu, il a pu refaire. Non, mais en plus, quand il est revenu, oh putain, non, on parle plus de ça. On parle plus de ça. Je vais faire des cauchemars. Putain, le match qu'il fait à Reims. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, donc on parle de quoi? Autre chose, ouais, j'ai vu un truc marrant, c'est El Cabezon sur Twitter, je crois, qui soulignait qu'aux expected points, donc l'OM aurait dû terminer deuxième cette saison. C'est-à-dire que tu aurais dû marquer beaucoup plus de buts et tu aurais dû en encaisser moins,
avec des attaquants normaux et un gardien de but normal. Et au contraire, tu as encaissé 3,38 buts de plus selon le modèle des expected goals et tu as marqué 8,03 buts de moins parce que tu as énormément croqué, tu as frappé les poteaux, hier encore tu frappes le poteau. Donc en plus de ça, tu as aussi manqué de réussite. Et même Aubameyang qui fait une grosse saison est l'un des attaquants avec le ratio XG goal qui est le plus défavorable en Ligue 1 parce qu'en Europe par contre il a surperformé. Donc d'ailleurs on doit pouvoir le voir ici. XG par 80. Ah non, mais là on n'est pas sur la bonne saison aussi. Ah oui, non, mais Guendouzi, il y a 2 matchs, voilà. Non, on va pas faire ça. Alors voilà, les expected goals. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur avec le plus d'expected goals, c'est-à-dire que selon le modèle, il aurait dû marquer à peu près 23 buts et il en a mis 16. Par contre, attendez, vous voyez bien au moins parce que voilà. Par contre, attendez, ma grosse tête, elle est pas là en train de vous gêner, non, ça va. Voilà, donc en plus de ça, on a sous-performé, en plus de ça, on a eu un état d'esprit défaillant, et physiquement, ça a été un enfer cette saison. Physiquement, ça a été un enfer. Lico qui me demande qui gardes-tu et veux-tu voir partir à l'intersaison. Franchement, Kondogbia. Non mais c'est bon, c'est bon. Non mais sincèrement, par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, en fait déjà par rapport au jeu, non vraiment, ouais, on va partir là-dessus. En fait, c'est difficile de te répondre parce que je veux savoir qui est l'entraîneur. Qui est l'entraîneur. Selon l'entraîneur, il y a des profils qui peuvent briller et ces mêmes profils, avec un entraîneur complètement différent, ils peuvent être nuls à chier. Donc, il faut connaître l'entraîneur. Voilà. Après, Balerdi, c'est vrai que logiquement, avec quel que soit l'entraîneur, son niveau affiché cette saison, il peut briller. Mais voilà, c'est ça. Je pense que, par exemple, Kondogbia, je m'acharne dessus, mais il a été recruté pour qui, Kondogbia ? Il a été recruté pour qui ? Il a été recruté pour Marcelino. Est-ce que si tu regardes la Mr. Chips, est-ce que il fait pas une bien meilleure saison ? Sans doute. Sauf que là, on lui a demandé de faire des trucs, il a pas compris, il n'arrivait pas, il n'avait pas les qualités pour les faire. Donc, il a été très mauvais cette saison. Mais d'abord, donnez-nous l'entraîneur. C'est l'entraîneur le truc le plus important pour l'effectif. Parce que on a vu que certains joueurs, Iliman Ndiaye, il est très bon contre Villarreal, il est très bon contre Clermont, il est désastreux 3 matchs après. Voilà. Donc comment on fait ? Il faut qu'on tire la moelle de cet effectif. Et c'est là où je pense que Longoria s'est vraiment planté. Moi, je lui en veux pour ça, pour avoir été chercher Gattuso. Vraiment, je lui en veux. Pas pour aussi m'acharner sur Gattuso, l'une de mes cibles préférées, parce que même lorsque l'on essaye de pas être trop une caricature d'un mec qui débriefe des matchs de foot, on l'est quand même un petit peu, et on a quand même des têtes de Turcs sur qui on frappe tout le temps. Mais Gattuso, voilà, très rapidement, j'ai pris du temps. Non, pas très rapidement, parce que j'ai pris du temps avant de me dire, ok, peut-être qu'il va faire ça, avant de comprendre, ok, c'est pas un entraîneur que j'apprécie, ses idées, elles sont un peu nulles. Mais surtout, en fait, Gattuso, en fait, on s'est beaucoup attardé sur le fait que prendre Marcelino après Tudor n'avait aucun sens. Et c'est vrai. Et c'est un truc qu'il a reconnu, Longoria. Ça, c'est un truc qu'il a reconnu. Prendre Marcelino après Tudor, c'était difficile. Il y avait un gros écart, c'était compliqué, quoi, de passer Marcelino, Tudor. Ok, Tudor, Marcelino. Mais après que tu aies déjà tout changé avec Marcelino, que tu as fait une préparation physique pour Marcelino, que tu as recruté des joueurs pour Marcelino qui s'en va, tu ne vas pas chercher Gattuso. Tu vas chercher, vu que tu as tout reconfiguré pour Marcelino, tu ne vas pas chercher un entraîneur qui ne marche pas dans ces pas-là.
puisque tu as construit un édifice pour un mec qui entraîne d'une certaine manière. Et là, tu as été chercher un mec qui entraîne d'une autre manière encore une fois. Donc, tu as plein de joueurs qui n'étaient plus pertinents du tout avec Gattuso. Et quelle que soit la qualité de Gattuso, Iliman Ndiaye, il sert à rien. Et Iliman Ndiaye, c'est le symbole. Iliman Ndiaye et Kondogbia sont les symboles de ces tâtonnements au niveau entraîneur. Parce que je pense qu'ils étaient faits pour jouer sous Marcelino, absolument pas sous Gattuso, et qu'après Gasset s'est débrouillé avec. Donc voilà, il faut être cohérent. Là, c'est là où il y a un vrai manque de cohérence, et ça, pas de problème, je le reproche à 3000% à Longoria, parce que aller chercher Gattuso, c'était n'importe quoi, et aller chercher Marcelino, on peut déjà le reprocher, on peut discuter parce que c'était déjà très éloigné de Tudor, mais après avoir eu ce coup dur de Marcelino qui s'en va, aller chercher Gattuso, c'est encore plus n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce qui a fait que cette saison a été un calvaire. Et après, oui, voilà, Gasset, il a juste essayé de recoller les miettes, de tout recoller ensemble, mais c'était injouable, c'était extrêmement dur quand même ce qu'on lui a proposé à notre ami. À notre ami Gasset. Et puis en plus les blessés, parce que mais même au niveau physique, je pense que on a beaucoup dit ouais la prépa physique de Marcelino, etc. Mais la prépa Marcelino n'est pas une pipe. En fait, c'est ça le problème qu'il faut. Je pense qu'il n'était pas adapté à l'OM. Je pense qu'il ne répondait pas à ce qu'on attend d'un entraîneur de l'OM, qu'on attend quelque chose de plus offensif, etc. Et que lui, il nous a donné un truc voilà, un petit peu chiant. Mais il fait sa prépa physique en ayant en tête les joueurs vont être à fond à un moment. Et puis après, il y a Gattuso qui vient qui dit non, faut être à fond maintenant. Et donc, il change tout. Et les corps des joueurs, de ces athlètes de haut niveau, à un moment, ils ont pété, ils ont pas suivi. On a fait n'importe quoi. En fait, on a fait n'importe quoi. Et voilà, quand Gattuso arrive, il y a les 3/4 de la direction en retrait, un coach démissionnaire, à cause des menaces des groupes de supporters qui d'autres seraient venus. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc de... Parce que c'est vrai qu'on a tendance bien sûr à l'oublier, parce qu'aujourd'hui on veut surtout dire que Longoria, machin, je sais que c'est... il faut surtout pas trouver d'autres circonstances que de dire simplement Longoria c'est une grosse arnaque, il a volé de l'argent, qu'il aille en prison, machin, truc. La vindicte populaire veut la tête de Longoria actuellement, donc voilà. Mais je sais pas qui fallait prendre à la place de Gattuso, Iki, tu vois. C'est ça le truc, c'est que moi je suis pas décisionnaire. Par contre, je sais qu'il ne fallait pas prendre un mec à la Gattuso. Il fallait prendre un mec qui aurait été plus proche de Marcelino, parce que tu avais tout construit pour Marcelino. Peut-être Stéphane, en effet, comme dit Didi, peut-être que Stéphane ou bon, après Stéphane a pas fait des miracles non plus à Rennes, mais voilà, il fallait prendre un mec qui aurait pu être plus dans une gestion des efforts, dans un truc un peu plus, en partant d'un peu plus bas, machin, truc, enfin prendre les caractéristiques d'entraîneur de Marcelino et chercher un entraîneur qui peut répondre à ça, parce qu'on aurait moins souffert physiquement. Je pense que voilà, il faut, quand on parle de foot, quand on parle de foot, il y a beaucoup de choses, en fait, on n'arrête pas de dire « Ouah, lui, c'est une pipe, lui, tu l'as recruté, machin, mais... Moi, j'ai vu Brice Djadjedje être l'un des meilleurs, peut-être le meilleur latéral de Ligue 1 pendant plusieurs mois, alors que c'était n'importe quoi avant. Donc, je sais que les joueurs dépendent aussi beaucoup des entraîneurs, et je sais aussi qu'il y a eu un gros problème au niveau physique cette saison, parce que ce qu'on a demandé aux joueurs, ça passait du tout au tout. Donc voilà, c'était pas possible, et ça, c'est une erreur de la direction. Ça a changé de braquer tous les 3 mois, c'était pas possible. T'es plus contre Cessao, Fonseca ou Hez à choisir dans le profil?
Franchement, Franck Hez, c'est un mec. Enfin, j'ai que de l'admiration pour Franck Hez, mais je pense pas que. Je sais pas s'il s'en sortirait dans ce contexte marseillais, parce que le contexte marseillais, c'est pas que le terrain. Et lui, déjà, quand on lui a dit, quand il a dû passer manager général à Lens, il l'a reconnu lui-même. C'est pour ça que j'ai que de l'admiration pour ce mec, parce que il est honnête, etc. Et il a dit oui, ok, là, je suis peut-être un peu fatigué de faire le truc manager général, donc un peu directeur sportif, entraîneur. Et à Marseille, il faut se battre contre 1 milliard de choses. Je sais pas s'il est prêt à ça. Dans l'absolu, Franck Hez, je dirais numéro 2 Fonseca et numéro 3 Conceição, parce que voilà. Je préfère le jeu offensif. Après, Conceição, j'aimais beaucoup à Nantes. Un peu les débuts à Porto, mais ça fait un moment où Porto, c'est pas toujours le feu. Il y a des moments où il y a des matchs genre Porto-Benfica, ça avait été le feu. J'avais regardé un petit peu, ça avait été assez incroyable, mais il y a pas mal d'autres matchs où Conceição, il y a pas mal de saisons même où Conceição, il était plus AVB qu'autre chose, mais je sais. Je regarde ça de loin, donc voilà. Mais pour tout vous dire, parce que je pense que ça va pas se faire parce que c'est compliqué. Alors attendez, parce que là je vais vous faire ma propagande. Donc si je devais faire la propagande pour un entraîneur, je la ferais pour Mathias Almeida. Mathias Almeida, c'est l'entraîneur qu'il faut à l'Olympique de Marseille actuellement. Pourquoi ? Vous avez déjà entendu parler Mathias Almeida ? Vous allez à la guerre tous les jours avec lui. Le mec, il parle tellement bien, il parle tellement avec le cœur. Là, il a foiré le titre de l'AEC. Il n'y a pas que lui, mais il a fait des choix qui étaient pas bons et tout. Les supporters, ils sont derrière lui. Ils l'aiment. C'est un mec auquel tu t'attaches. Tu as envie de le défendre, tu as envie d'être derrière lui, son groupe est derrière lui, tout le monde est soudé, les supporters l'adorent, et en plus de ça, voilà, c'est un bielciste. Au niveau du foot, donc au niveau du discours, il est ultra fédérateur. Au niveau du jeu, il essaye de jouer offensif, même si j'ai aussi vu des trucs, bon, c'était pas toujours dingue. Au niveau, mais il a des trucs, genre il a des principes forts. Et ce que je reprochais sur le fait de ne pas avoir de base sur lesquelles t'appuyer à l'extérieur avec Almeida, c'est impossible. Il a des trucs sur le côté, le marquage individuel et tout. C'est un marquage individuel un peu particulier quand même, pas vraiment Bielsa, mais dans certaines zones du terrain, il y a vraiment un marquage individuel fort sur lesquels il ne va jamais déroger. Donc voilà, il y a vraiment des trucs tactiques sur lesquels tu peux te reposer. Il y a un discours sur lequel tu peux te reposer à 3000%. Et il y avait un troisième truc que je suis en train d'oublier. Mais oui, en plus, voilà, il y a le côté un peu Bielsa. Mais pourquoi et puis, il y a les titres. Voilà, parce que là, Mathias Almeida, il a fait gagner l'AEK Athènes, l'AEK, je devrais le savoir quand même, mais c'est pas le seul club qui l'a fait gagner. Il y a aussi les Chivas de Guadalajara, moi, je pense, ouais, c'est ça. Qu'il fait gagner aussi, alors que ça faisait des années et des années qu'il n'avait rien gagné. Il leur a fait gagner un paquet de titres. Et c'est quelqu'un, en plus de ça, qui s'inscrit un peu dans des projets. À San Jose Earthquake, aux États-Unis, il était venu pour un projet. Alors, il y a des moins, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent me dire, oui, bon, après, on a l'impression qu'ils cherchent toujours à se placer à la tête de la sélection mexicaine, etc., machin. Il y a aussi d'autres qui vont te dire, ouais, bon, peut-être aussi que son discours, il est un petit peu en façade. Mais entre eux, le discours ultra fédérateur, il vient, on l'adore. Il a un charisme, on dirait un acteur de telenovela. Il vient comme ça avec ses cheveux, comme ça et ses grosses bagues et tout.
il va, et puis il va venir en conférence de presse, il va mettre les frissons, tu vas avoir envie de rentrer sur le terrain pour jouer pour lui. Donc déjà ça, c'est très très important, et là on a besoin de s'attacher à quelqu'un. De son jeu, il a un vrai jeu, il a des vrais préceptes tactiques, il a un vrai truc sur lequel il veut s'appuyer. Et de 3, le mec il va dans des clubs et il les fait gagner. Il va à Chivas, il les fait gagner. Il va à la HEC, il les fait gagner. Donc lui, c'est vraiment un mec, moi j'adorais le voir venir. Le problème, c'est que il est sous contrat. Il est sous contrat à la HEC. J'en entends pas trop parler. Bon là, la HEC vient de perdre le championnat. Il me semble que l'an dernier, il avait prolongé de manière assez dingue après qu'il leur ait fait gagner le titre. Ils avaient fait prolonger. Enfin, j'ai l'impression. J'ai peur de dire une connerie, donc je vérifie. Mais j'ai l'impression qu'il avait fait prolonger de 5 ans ou un truc comme ça. C'était vraiment un truc ils voulaient en faire leur entraîneur sur le très long terme. Après, il a aussi répété que lui, il se plaisait fort à Athènes. Donc pour moi, Mathias Almeida, en fait, sincèrement, ça devrait être, c'est tellement une évidence. C'est tellement une évidence, mais je sais pas. Je l'ai pas trop vu sortir. J'ai vu sortir ça là, ici et là. Je sais pas combien ça coûte de le faire venir, mais vraiment, c'est moi si je dois faire il y a un mec duquel je rêve, c'est lui. Il a 50 ans. Quelqu'un me demandait quel âge il avait. Il a 50 ans. C'est sûr et certain que c'est lui, c'est vraiment ça. Mais voilà, Ali, comme tu dis, il va pas être facile à avoir. Effletant Ténébreux qui dit jusqu'au 30 juin 2028 son contrat avec l'AEC. Ouais, voilà. Alors, en fait, l'an dernier, ils l'ont prolongé sur le très long terme après qu'il leur a fait. Parce que ouais, c'est ça en fait, ce que je pensais à 5 ans. Ouais, 2023-2028. Donc voilà. Mais vraiment, hein, tant qu'à payer, moi même tu payes 10 millions d'euros pour l'avoir, je préfère ça à aller chercher Faris Moumbagna. Et vraiment, je pense que c'est tellement urgent d'avoir un mec fédérateur, d'avoir un mec que les tribunes ils ont envie d'aimer, que les joueurs ils ont envie d'aimer, que tout le monde a envie d'aimer, derrière lequel tout le monde a envie de pousser. C'est tellement important. Et Gallardo, c'est pas ça. Gallardo, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique parce qu'on lui a mis le truc bielsiste, parce que tous les joueurs qui sont passés sous Bielsa retirent des choses tactiques, mais tu peux retirer aussi la manière de défendre de Bielsa. Bon, ce serait un peu offensif quand même. Mais voilà, enfin, il aime... Il aime des choses de Bielsa, tout ça, mais c'est pas du tout, c'est beaucoup plus terre à terre le jeu de Gallardo. Et voilà, je sais pas, vraiment, hein, je me dis, alors Fonseca, je trouve que c'est une très bonne option. Conceição, je pense qu'il a aussi un charisme, il a une expérience à Porto qui est quand même pas négligeable. Je suis sûr qu'il s'en sortirait à Marseille, mais voilà. Si on veut, je pense que vraiment Almeida, tu vas le chercher. En plus, il y a quand même, enfin. Il reste un petit peu quand même. Il reste dans ses clubs. Il part pas. Bon, à part à River où c'était n'importe quoi. À Banfield, il est resté 2 ans. Au Chivas, il reste 3 ans. À San José, il reste un peu plus. Il reste 3 ans aussi. Là, à la HEC, ça fait 2 ans. Donc en plus, c'est un mec qui reste un petit peu. Vraiment, c'est l'entraîneur idéal pour l'OM. Vraiment, l'entraîneur idéal, c'est lui. Vraiment. Après, tu peux te planter, mais l'entraîneur idéal, c'est lui. Pour moi, l'entraîneur idéal, c'est lui. J'ai fait ma propagande. Je m'arrête là, mais vraiment, j'espère. Quand j'ai vu son nom sortir là, j'étais en vacances, je regardais vite fait, je vois ça, je me dis, j'étais content, mais voilà, je pense que
je pense qu'il est verrouillé par la HEC et à moins que la HEC le libère pour service rendu et parce que il y a eu cette histoire de titre perdu, etc. et que tout le monde veuille tourner la page, je pense que ça va être compliqué. Donc il va falloir. Après, il y a aussi les Italiens que je connais pas super bien, dont on parle beaucoup. En fait, vous savez, c'est ça le problème, c'est que je pense, je peux rêver qu'on aille chercher Almeida avec Longoria. Par contre, j'ai tellement été habitué par les gestions de clubs franco-françaises que je me dis, ok, Longoria il se casse, on va se retaper des mecs lambda, des Régis Lebris, des trucs comme ça, qui peuvent être pas mal, hein, mais souvent en plus, c'est ça en plus, souvent les gestions de clubs franco-françaises, ça va pas te chercher Dalloglio, ça va pas te donner la chance à des gars qui ont peut-être esquissé des ambitions tactiques, mais ça va chercher des coachs français qui ont surperformé une saison ou deux avec un club en se disant bah ok, lui il a prouvé, il a mérité d'entraîner l'Olympique de Marseille, alors que à l'étranger voilà, il y a d'autres coachs qui réussissent dans des petits clubs et qui après prouvent que en fait si tu réussis à être 9e en jouant bien comme l'avait fait Tudor avec le Chievo Vérone, et ben tu peux entraîner des gros clubs, voilà, mais ça on le fait pas en France, voilà, typiquement Genesio qui va signer à Nice, etc., même si Genesio voilà, il a prouvé certaines choses, mais voilà, Genesio il est destiné à cette caste là, il est destiné à être, oui, bon bah voilà, c'est un entraîneur du top 4, du top 5 en France, donc voilà, je pense que si Longoria s'en va, il y a de fortes chances qu'on repasse là-bas. Comme genre Rudy Garcia, tu dis bon bah voilà, on va chercher Rudy Garcia, truc, machin. Mais voilà. Bon, de quoi est-ce que je voulais parler avec vous? Je pense qu'on a regardé pas mal de choses. Bon, il y a pas grand-chose de plus à dire sur le match d'hier. Bon, voilà, 30e but, il me semble, de Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, c'est pas mal. C'était la tactique, on l'a vu, c'était un petit peu décevant de notre ami Gasset. On lui souhaite le meilleur, franchement, on ne peut que le remercier d'être venu à l'OM dans un truc un peu compliqué. Ça a été moyen sur la fin, mais voilà, on va le remercier et je vais pas tarder à vous laisser. J'ai encore mon otite et c'est un peu dérangeant, je ne vous mens pas. J'ai un bruit gênant. Je vais voir un ORL bientôt. Voilà, je vous raconte ma vie. Et je suis revenu de Naples, où Naples, je peux vous dire, c'est un truc, le niveau sonore de cette ville, un truc de dingue. Autour de quel joueur de l'effectif actuel reconstruire? Ce que je disais plutôt, Flétan, c'est je sais pas tant qu'on n'a pas le nom de l'entraîneur en fait. Il faut absolument, selon l'entraîneur, il y a des joueurs qui vont être parfaits. Et selon l'entraîneur, selon un autre entraîneur, ces mêmes joueurs vont être désastreux. Donc il faut avant tout connaître le nom de l'entraîneur, il faut avant tout... Il y a peu de joueurs qui sont adaptables sans déperdition à n'importe quel style de jeu. Et je pense que c'est là où on a aussi flingué cette saison, comme je disais plus tôt, en passant de Tudor, Marcelino, Gattuso, et après Gasset, fais ce que tu peux. Voilà, on s'est planté là-dessus et voilà. Donc autrement, tiens, si vous regardez ce replay sur YouTube, j'ai finalement mis la monétisation sur YouTube parce que j'ai besoin d'acheter un petit peu de matériel. Donc je me dis que d'ici 6 mois, quelque chose comme ça, il y a peut-être
peut-être que j'aurai quelques centaines d'euros au niveau de la monétisation et ça me permettra par exemple d'acheter un smartphone ou un truc comme ça pour faire que de la vidéo, des machins, des trucs comme ça. Voilà, des trucs pour acheter un peu du matos vidéo, peut-être des câbles, des trucs du genre. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc si vous regardez ce replay sur YouTube, likez, abonnez-vous, etc. Commentez, ça fait toujours du bien. Il y a le smartphone Mother avec lequel je joue au frisbee et j'ai besoin d'un truc peut-être parce que pour faire que de la vidéo et ça coûte super cher ces machins là donc je pense que ouais ce serait pas mal d'avoir parce que même les boîtiers en fait c'est chiant les boîtiers, ça zoome, ça dézoome, c'est pas agréable donc voilà. Après il y a aussi peut-être des caméscopes mais c'est moins agréable à transporter. Et ouais, j'aurais vraiment besoin aussi de câbles et de choses comme ça. Même pour les confs, ça aurait dû être plus simple. Bay Coach, je sais pas quoi en penser, du tout, donc voilà, je vais pas trop en parler. Et s'il vient, on jugera sur pièce, hein. Écoutez, pourquoi pas. Mais voilà, je vais vous laisser là. Ça fait une petite heure que nous sommes ensemble. Et on espère, mais je crois pas trop à Mathias Almeida, mais vraiment, je pense que c'est l'entraîneur parfait pour l'OM, mais j'y crois pas trop. Et normalement aussi, je vais aller voir la finale de Gambardella, donc je ferai peut-être pas de débrief parce que je serai encore à Lille ou dans le train de retour de Lille. J'espère une bonne surprise, même si ça va être compliqué. Enfin, on n'a même pas parlé des féminines qui ont raté une grosse occasion quand même hier, puisqu'elles ont fait match nul à Nice en avant-dernière journée pendant que Nantes perdait à Strasbourg. Donc elles sont à égalité avec Nantes, mais ce qui compte c'est la différence de but particulière. Et à la différence de but particulière, elles ont perdu les deux matchs. Et donc il y a de fortes chances que pour le dernier match, il va encore falloir qu'elles gagnent leur dernier match et qu'elles espèrent un nouveau faux pas de Nantes. C'est chiant. Elles auraient pu avoir leur destin entre leurs pieds si elles avaient gagné hier. Il leur suffisait de gagner le dernier match pour monter en D1. Bon, on va espérer, mais dans tous les cas, on se dit au revoir. On se quitte ici. Merci à vous d'avoir été Dommage que tu sois en boucle sur l'arbitrage et que tu excuses toutes nos piètres performances par l'arbitrage. Merci Ricky, merci, c'est le genre de messages qui me font rire. Et Mother, on se voit bientôt, pas ce week-end donc parce que je serai à Lille, mais sans doute le week-end suivant. D'ailleurs, il y a un petit festival à Aix le week-end suivant, donc on en reparle. Allez les amis, ciao, à bientôt, passez une bonne semaine.